je n'ai pas de micro manuel aujourd'hui parce qu'à cause de l'examen, on n'a pas pu l'avoir. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez, même au fond, vous m'entendez? Oui, c'est bon? D'accord. Parce que je vais pas toujours, je peux pas rester collé à ce micro-là. J'aime pas tellement rester sur place. Et puis celui-là, on peut pas le balader. Il est pas baladeur. Voilà. Il a un petit rôle quand même, mais il est pas baladeur. Donc aujourd'hui, c'est un très très gros chapitre, on le dit comme ça, mais c'est vrai qu'il est énorme celui-là, il est énorme. Il est énorme parce qu'il y a beaucoup de références dedans, il y a énormément d'écrivains, de critiques littéraires, de philosophes, etc., qui sont cités. Donc du coup, il y a un monde fou, quoi. Dans ce chapitre, il y a un monde fou, c'est un véritable hall de gare, quoi. C'est la gare du Nord à 18h, dans le hall principal, quoi, à peu près. On se demandait comment Lacan pouvait citer autant de gens. Le problème, c'est que dans le chapitre en question, il cite les gens, mais il n'en dit rien. Alors, il dit vaguement ce qu'ils ont dit sur Hamlet, mais il donne pas leur date. On ne sait pas s'ils datent de l'époque de Hamlet, c'est-à-dire vers 1600, ou bien s'ils sont contemporains. On ne sait pas. Parce que c'est pas des gens spécialement connus, hein, qui citent. Si, bien sûr, ils citent Aristote et Kant. Ça, on les connaît. Mais autrement, ils citent tout un tas de critiques de théâtre, de critiques littéraires, d'écrivains, etc., qui sont pas des... Enfin, en tout cas, moi, je les connaissais pas, honnêtement. Peut-être vous les connaissiez, mais moi, non. J'en connaissais... Oh non, donc, oui, mais un que je connais. Un. Donc, on va pas s'étendre beaucoup sur ces personnages-là qui ont dit des choses sur Hamlet. On va en dire quelque chose, mais on n'a pas le temps de tous les passer en revue. C'est impossible. Ça prendrait toute la séance et ça n'a pas un intérêt fantastique, quoi. C'est pas déterminant. C'est pas déterminant. Sauf peut-être plus Aristote et Kant. Justement, les deux philosophes, peut-être, ont plus d'importance et d'intérêt que les critiques littéraires. Parce qu'il y a un des critiques littéraires, notamment, qui dit, je crois qu'il est du 18e, celui-là. C'est Johnson, je crois qu'il s'appelle comme ça. Oui, John Robertson. Il est cité, Robertson. Et c'est un critique du 18e. Il dit carrément que la pièce Hamlet, c'est nul. C'est nul. Voilà, c'est vide, c'est mal construit, c'est tout ça. C'est lamentable, enfin, voyez ça. Donc c'est pas la peine de s'étendre hein, sur ce qu'il a dit, puisqu'il trouvait ça minable. Donc voilà. Donc c'est pas la peine de... Alors, dans votre livre de poche, ce chapitre-là, qui s'appelle Le désir de la mer, c'est le chapitre 15. Et ça va de la page 393, puisque vous avez le livre de poche, hein, à la page 424. Donc il est vraiment très long. Et il dit, à Lacan, il dit, dès le début, il dit, pour arriver au bout de cette histoire, il faut pas se bousculer. Bah oui, c'est vrai, parce que l'histoire d'Hamlet, la pièce est déjà complexe en elle-même, mais l'analyse de la pièce, telle que Lacan l'a fait, elle est extrêmement complexe aussi. Donc effectivement, il faut prendre son temps. Voilà, c'est un petit peu ça, ce dont il parle. Et c'est ce que j'essaye de faire ici aussi, en ne faisant pas de cavalcade, hein, parce que on fait seulement 6 chapitres sur plus de 20. Donc on serait tenté éventuellement d'aller à toute vitesse pour dire le plus de choses possible, mais c'est pas une bonne pratique. J'ai jamais bossé comme ça. Donc je vais lentement. Et ce qu'on fait, c'est bien. Et ce qu'on fait pas, ben, comme disait Lacan, ce que l'homme ne peut pas faire, il le laisse. Voilà, ça paraît une phrase très anodine, mais elle n'est pas si anodine que ça. Ce qu'on peut pas faire, on le laisse. Eh bien, moi, ce que je peux pas faire, je le laisse. Parce que ça ne met pas tant de ça de trous dans la raquette, de toute façon. Étant donné qu'il y a quand même des répétitions dans les chapitres. Lacan n'était pas quelqu'un qui se répétait tant que ça, mais il y a quand même là un certain nombre de choses qu'il répète avec des termes différents, mais avec des nuances. Il y a quand même des répétitions un peu structurelles, un peu foncières. Voilà. Donc il dit faut pas aller à toute vitesse, faut pas se bousculer, parce que c'est compliqué. Et il dit ceci, certains croient que nous sommes loin de la clinique. Ce n'est pas vrai du tout. Et effectivement, oui, je vais vous donner un exemple de ça. Parce que ça, c'est important ce qu'il dit là. Quand il dit nous croyons que nous sommes loin de la clinique quand on parle d'Hamlet, mais non, nous ne sommes pas loin de la clinique du tout.
Parce que Hamlet, il avait un style de pensée particulier qu'on appelle la pensée infinie. Hamlet, il pensait comme ça. C'est-à-dire qu'il avait une pensée qui était tellement infinie qu'il n'agissait pas. Il n'agissait pas. Il n'agit pas parce qu'il est toujours en train de ruminer, de procrastiner, de penser à ceci, à cela, etc. Et je vais vous donner un exemple, alors là, très personnel, d'une certaine façon, en comparant deux situations cliniques, justement. Et la première, c'est la mienne. Moi, j'ai eu un cancer en 2014-2015, voilà, qui d'ailleurs a fait que j'ai arrêté le séminaire. Il a été repris grâce à Patrick Dessin et au docteur Val, ici présent, qui m'ont sauvé la mise en prenant le relais de belle manière. Et donc, on a pu poursuivre le séminaire. Mais c'est pas pour dire ça que je vous propose mon cas personnel. C'est pour vous dire que quand j'ai appris ce cancer, on m'a dit au CHU, certains médecins m'ont dit il n'est pas guérissable, c'est des soins palliatifs uniquement. Et donc vous êtes cuit, de toute façon vous êtes foutu, quoi. C'était un petit peu le message que j'ai reçu en premier. Puis en changeant un petit peu, je me suis déplacé vers d'autres médecins que je connaissais au CHU, dont un professeur, le chef de l'oncologie, quoi, qui m'a dit mais non, moi je te soigne, c'est pas des soins palliatifs, je soigne. Et alors là, qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh bien, pendant plus d'une année, je me suis laissé faire, voilà. Je me dis souvent, quand on a un cancer, les gens, c'est un combat, c'est de la lutte, etc. Moi, pas du tout. J'étais une vraie loche. Je me suis allongé dans le lit où la chambre qu'on m'a mis, et puis je me suis laissé faire complètement. J'ai rien fait. Je n'ai pas lutté quoi que ce soit. J'ai accepté tous les soins qu'on me donnait. J'ai fait confiance totalement, aveuglément, à la médecine. Et j'ai subi le soin sans aucune réticence et sans combattre du tout moi-même. Pas du tout. Ça n'a pas été un combat. Parce qu'on peut toujours s'honorer en disant qu'on a combattu comme un brave, mais moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, ce que j'ai fait, moi, d'une certaine façon, c'est par rapport à cette maladie qui m'est tombée dessus comme ça, qui était quand même mortelle, à la limite, eh bien, c'est que j'ai agi. J'ai agi en acceptant le soin et en mettant ma vie entre les mains des médecins et notamment de ce professeur, et en lui disant, ben voilà, oui, moi, c'est vous qui décidez, maintenant, moi, je suis votre, pas votre cobaye, mais je suis votre soigné, et je ne conteste rien, et je ne me mêle pas du soin, etc. Je me laisse faire complètement. Et de ce fait-là, du fait d'avoir, si vous voulez, agi, moi, j'ai agi en tant que non-agir, d'une certaine façon, quoi, en disant, ben voilà, j'accepte, je ne dis rien, j'agis en acceptant le soin. C'était ça mon action, c'était d'accepter le soin et ne pas penser, ne pas me mettre à réfléchir dans tous les sens, dans la pensée infinie qui m'aurait fait perdre un temps fou. Et perdre du temps dans un cas comme ça, moi, ça m'aurait été fatal, je pense. Je pense, sincèrement, ça m'aurait été fatal si j'avais perdu du temps. Donc, mon agir dans le fait d'accepter le soin, ça a été sans doute ce qui m'a sauvé. Mais c'était irréfléchi tout ça, hein. J'en tire pas de gloire, c'était un truc comme ça s'est passé comme ça, puis c'est tout. Hein. Parce que le type qui m'a accueilli, le professeur en question, il avait une espèce d'humanité et d'intelligence qui faisait qu'on ne pouvait pas ne pas lui faire confiance. Voilà, c'est un personnage assez exceptionnel. Et par contre, j'ai eu un patient après, alors moi, dans mon cabinet. Alors, c'était pas un cabinet de cancérologie, puisque moi, je suis psychiatre d'enfants. Mais je reçois quelques adultes aussi. Et donc, j'ai eu un patient qui a eu un cancer aussi, qui avait un cancer aussi. C'était pas le même que le mien, c'était un genre de cancer, mais enfin bon, le tableau était quand même pas très très bon. Et lui, je sais pas pourquoi, il est parti dans la pensée infinie. C'est-à-dire qu'il a mis, je dirais virtuellement, devant lui, des tas d'objets, et il n'a pas arrêté de triturer ces objets pour prendre sa décision, je me soigne ou je me soigne pas. Voilà, je me soigne ou je me soigne pas. Et alors ces objets, c'était par exemple de se dire, oui, j'ai un certain âge, donc ça c'est un cancer qui évolue plutôt lentement, donc pourquoi me faire chier avec de la chimiothérapie, des radiothérapies, alors que peut-être ça va évoluer lentement et que je vais pouvoir vivre une vieillesse avec un cancer, mais qui va pas me menacer tellement, etc. Alors, il avait cet avis-là déjà,
qui faisait qu'il ralentissait son truc, sa prise de décision. Il agissait pas. Il agissait pas au titre d'accepter un soin, parce que les médecins lui disaient, il faudrait mieux que vous vous soigniez quand même. Hein. Ça serait quand même préférable, parce que là, ça peut flamber. Alors il prenait des avis un peu partout. Il rajoutait des objets, d'autres objets psychiques, en allant prendre des avis auprès de tas de médecins différents. Et donc, il prenait des avis. Alors, un médecin lui disait, oui, tu as peut-être raison, vous avez peut-être raison, si vous attendez, ça va peut-être le faire, vous allez peut-être, il va peut-être pas flamber, etc. Puis après, il envoyait un autre qui disait, oh, faites gaffe, ça va flamber, etc. Vous voyez, il avait tous ces objets-là devant ça. Et puis, il n'arrêtait pas de les manipuler. Et moi, quand je le voyais, à chaque fois, il me disait, oui, mais j'ai pas pris ma décision encore parce que j'ai eu un tel au téléphone qui m'a dit que ça pouvait attendre un petit peu, que c'était pas sûr que ça flambe, etc., etc. Et puis, un jour, je lui ai conseillé d'aller voir assez longtemps après, mais il était toujours dans la pensée infinie. C'est ça la pensée infinie, hein. Comme Hamlet. Hamlet, il est tout le temps en train de penser, c'est pour ça qu'il n'agit pas. Il pense au désir de sa mère, il pense à venger à son père, mais il le fait pas. Il pense à sa vengeance, il pense à tout un tas de trucs. Il pense tellement qu'il n'agit pas. Et donc un jour, ce monsieur, je l'ai envoyé voir l'oncologue qui me suivait moi. Et l'oncologue a regardé ses radios, ses scans et ses IRM, et lui a dit, bah, vous savez, maintenant c'est trop tard. Trop tard, monsieur. Voilà, donc c'était cuit, effectivement. Et donc il est effectivement mort pas très longtemps après, parce qu'il n'avait pas agi et parce qu'il s'était cliniquement réfugié dans la pensée infinie, telle qu'on peut la voir chez Hamlet. C'est pour ça que Lacan parle de cette pensée-là, en disant nous ne sommes pas loin de la clinique. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Se soigner, c'est aussi un agir. C'est un agir, se soigner. Quelle que soit la chose que l'on soigne, c'est un agir, c'est une action. Alors après, on a le droit, il n'est pas interdit de ne pas avoir confiance dans la médecine, hein, c'est un droit, c'est une liberté fondamentale. Mais en l'occurrence, pour le patient dont je vous parle, ça lui a coûté très cher, puisque quand il s'est décidé à agir, ben, c'était trop tard. C'était trop tard. Le médecin lui a dit non, vraiment là, il est partout votre truc. On peut rien faire du tout. Donc il avait perdu son temps dans ce qu'on pourrait trivialement appeler des procrastinations, mais je préfère rattacher ça à la pensée infinie de ce pauvre Hamlet qui n'arrivait pas à agir parce qu'il était embarrassé, entravé par tout un tas de pensées, justement, de réflexions multiples, souvent agressives d'ailleurs, hein, souvent agressives, notamment à l'égard de sa petite amie Ophélie. On ne peut pas dire qu'il était très sport. Hein. Et à l'égard de sa mère, vers qui il a eu, dans ce chapitre-là, d'ailleurs, vous l'avez peut-être lu, si vous avez lu, il lui a tenu un discours, il tient un discours à sa mère d'une sévérité, d'une dureté extrême et d'un rejet monumental. Comme le discours qu'il a tenu à Ophélie, qui est aussi un discours de rejet, quand tu as dit « je ne t'aime pas », et la meilleure des choses que tu aies à faire, c'est de rentrer au couvent, ou alors marie-toi à un débile de façon à ce qu'il ne devienne pas pervers. Vous vous rappelez de ça, hein, je vous l'avais déjà dit. Donc on va dire que c'était d'une grande élégance, quand même, par rapport à Ophélie, quoi. D'ailleurs, c'était tellement peu élégant qu'elle s'est suicidée, Ophélie. Hein. Vous avez dans votre bouquin, vous avez le portrait d'Ophélie, la peinture, hein, dans le poche. En plein milieu, vous avez le portrait de Mellet, je crois, c'est ça, oui. C'est une très belle peinture, hein, mais un peu glaciale, un peu glacée, mais un peu froide. Mais quand même, elle est très belle, cette peinture. Elle n'est pas en France, malheureusement, elle est en Angleterre. Elle est à Londres, à la Tate Gallery à Londres. La pauvre Ophélie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai digressé un petit peu pour vous faire comprendre que Lacan était un clinicien extrêmement averti, hein, faut pas croire. Hein. On dit qu'il était psychanalyste, il était un peu dans les nuages, pas du tout. Hein. C'était un médecin, Lacan, au départ. Hein. C'était même un neurologue, il était très averti de la médecine. Hein. Très au fait de la médecine et de la médecine clinique psychiatrique. Ça lui échappait pas du tout. Hein. Il connaissait ça mieux que quiconque. Donc la clinique, il savait de quoi il parlait. D'ailleurs, il faisait beaucoup de présentations de malades à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, où les gens se bousculaient pour voir ça. Les présentations de malades par Lacan.
Je sais pas si ça se fait encore, des présentations de malades, je suis pas sûr. Ça se fait encore, Alain, des présentations de malades? Ça se fait encore, des présentations de malades à l'hosto? Je sais pas. À notre époque, oui. Pardon? À notre époque, oui. Oui, oui. Mais maintenant, je sais pas. Ça avait un côté un peu exhibitionniste quand même. Et puis pour les patients, je pense que c'était pas tellement agréable d'être présenté comme ça à tout un tas de gens, comme un objet, quoi. Hein. Donc moi, j'aimais pas trop ça. La présentation de malade. Chez Denis Kerr à Sainte-Anne, ouais. les présentations, il y avait d'anciens malades qui venaient assister aux présentations. Ah oui, d'anciens. Parce qu'ils étaient contents de venir finalement. Voilà. Oui, oui. Mais moi, j'en ai vu qui n'étaient pas contents. J'en ai vu qui n'étaient pas contents. Et qui n'étaient pas contents d'être objet. Hein, objectivés. Seulement objet. Parce qu'en général, les gens qui les présentaient ne faisaient pas du tout attention à eux. Ils les présentaient effectivement vraiment comme des objets, quoi. Ouais, des objets cliniques. C'était pas forcément très sympathique. Alors, il dit ceci, Hamlet n'est pas un personnage réel. Ben oui, c'est important parce que si on le voit, il dit c'est pas la même chose de voir la pièce ou de la lire. Il dit ça dans le chapitre. Parce que la lire, vous pouvez pas tellement vous identifier, c'est plus difficile de s'identifier au personnage en lisant. C'est même, à mon avis, presque impossible de s'identifier au personnage. Pas forcément à Hamlet d'ailleurs, ça peut être un autre personnage de la pièce. Vous pouvez vous identifier à Ophélie ou à Gertrude, la mère, ou je sais pas à qui vous voulez, ou à Claudius. Non, pas à Claudius, parce que c'était un meurtrier. Mais, ou au spectre. Vous pouvez vous identifier au spectre. Mais alors que si vous voyez la pièce, il y a des vraies personnes qui sont là. Donc c'est plus facile. L'identification, c'est plus facile. Identification en psychiatrie, c'est un terme précis hein, qui veut dire vouloir être comme. Hein, vouloir être comme la personne que l'on voit. C'est ça la définition psychiatrique de l'identification. Et c'était la définition de Freud également. Hein, parce que c'est Freud qui a développé la notion d'identification. Hein. Vous pouvez trouver ça dans l'étude sur l'hystérie, les différentes sortes d'identification. Il en énumère 3, Freud. Je ne vous les donne pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Mais c'est très clair ce qu'il dit, c'est très clair, c'est limpide. Mais globalement, c'est quand même cette idée que l'on aimerait bien être comme la personne que l'on voit, l'identification. Voilà. Totalement ou de manière partielle. De manière partielle. Donc, alors il dit Hamlet a un caractère. Alors nous sommes toujours dans la page 395. J'ai paginé pour vous qui avez le poche. Hein. Hamlet a un caractère. Nous supposons que l'auteur lui-même possède toute l'épaisseur. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement il y avait quelque chose d'identificatoire là par contre entre Shakespeare et Hamlet forcément. Et l'épaisseur, c'est-à-dire l'épaisseur psychique, passionnelle, émotionnelle de Shakespeare. Se retrouve certainement chez Hamlet, nécessairement. Et quand on lit Hamlet, je pense qu'on connaît un peu mieux Shakespeare. Il n'y a pas que Hamlet, hein, il y a d'autres pièces où on peut retrouver Shakespeare aussi dans la trame. Mais dans cette pièce-là, particulièrement, je pense, quand même. Hein, particulièrement, parce qu'elle a un caractère un peu impénétrable, complexe. Et c'était un peu la personnalité de Shakespeare. Shakespeare était un personnage aussi un peu impénétrable et très complexe, très complexe. Donc, alors il commence à citer des gens. Il cite un monsieur qui s'appelle comment celui-là ah oui, John Robertson, c'est celui-là. C'est celui que je vous ai cité, celui qui, en gros, il dit Hamlet, c'était le vide. C'était le vide, ça ne tenait pas debout, mal écrit, il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien du tout. Il faut être gonflé quand même pour dire ça. Hein. C'est un critique littéraire. Celui-là est du 18e, hein, qui s'appelle John Robertson. Bon, enfin bon, on va pas passer le réveillon sur John Robertson, ça n'a pas tellement d'intérêt. Surtout qu'il dit que c'est nul, donc on passe. Après, il cite un autre, parce qu'il en cite des tonnes, hein, il cite un autre qui s'appelle Franz Grillfarzer. Franz Grillfarzer, vous l'avez aussi dans votre bouquin, hein, Franz Grillfarzer, c'est pas la peine que j'écrive au tableau, ça vaut pas le coup. C'était un dramaturge autrichien,
qui lui, aussi, lui, 18e, 19e, lui, à cheval. 18e, 19e. Donc, bien après Hamlet, hein, bien après Hamlet, Grillparzer. Et lui, il avait dit quelque chose de plus intéressant quand même, parce qu'il avait dit, cette pièce est impénétrable. Et Hamlet est un personnage impénétrable. Voilà. Impénétrable. Et donc, d'une certaine façon, je parlais d'identification. S'il est impénétrable, c'est qu'il n'est pas notre semblable. Il n'est pas notre semblable. Il n'est pas identique à nous. Parce que si on suppose qu'il est identique à nous, on va le comprendre. Et s'il est impénétrable, c'est qu'il n'est pas identique à nous. Et c'est là que Lacan ramène Aristote. Aristote. À propos d'une notion très connue d'Aristote, mais je vais vous la donner quand même parce que peut-être tout le monde ne la connaît pas. La notion du semblable chez Aristote, justement. La notion du semblable chez Aristote. Aristote, voilà. Et la notion du semblable, donc il l'appelle ça en grec, c'est homo, itrema, ios, ou bien alors, ça s'écrit aussi comme ça, homo, ios. Voilà. Les deux écritures sont possibles. Et ça veut dire semblable. Mais Lacan fait remarquer que semblable, ça veut pas, et chez Aristote, d'ailleurs, Aristote le fait remarquer aussi, semblable, ça veut pas dire forcément équivalent. Ça veut pas dire égal. Hein. Ça veut dire qu'il, au mieux, a des traits communs. A des traits communs. Et c'est pour ça que Lacan dit, et vous l'avez lu si vous avez lu le chapitre, et c'est pas tellement facile à comprendre, il dit Grillparzer avait une attitude anti-aristotélicienne, anti-Aristote. Donc c'est pas évident tellement, hein. Mais en fait c'est pour dire ça simplement quoi, pour dire que comme Aristote avait développé beaucoup la notion de semblable, de similitude, etc. Il disait qu'on fonctionnait beaucoup en tant qu'humain du fait qu'on avait des semblables et qu'on pouvait avoir des miroirs de nous-mêmes dans les autres, etc. Eh bien, justement, Lacan fait remarquer que Grillparzer dit que c'est il définit Hamlet comme impénétrable et donc on n'est pas du tout dans l'homoios. On n'est pas dans l'homoios d'Aristote, voilà. On n'est pas là-dedans et donc il a une opinion anti-aristotélicienne. Voilà, ça c'est les pensées lacaniennes, hein. Il faut déjà aller les chercher hein, quand même. Bon, c'est vrai. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Hein. Alors, il y a quand même un truc un petit peu particulier dans cette histoire d'homoios et de semblable, c'est que Hamlet va jouer là-dessus quand même. Et vous savez pourquoi, vous savez pourquoi sans le savoir. Et je vais vous le redire parce que je vous l'ai déjà dit. Vous savez que pendant la pièce, Hamlet, il déteste le meurtrier de son père, évidemment. Claudius, le roi du Danemark, il le hait, il veut le tuer, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et surtout, il n'arrive pas à obtenir de Claudius l'aveu de son crime. Hein? Claudius n'avoue pas pendant la pièce hein, qu'il a tué le père d'Hamlet, le spectre. Il l'avoue pas. Donc, Hamlet, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, il crée une pièce dans la pièce. Il crée une petite pièce de théâtre qui s'appelle La Souricière. Hein. J'en ai déjà parlé. La Souricière. Eh ben ça, c'est aristotélicien. C'est aristotélicien à fond les marrons, ça, par contre. Parce que, justement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une pièce qui reproduit exactement le meurtre d'Hamlet. Hein, le meurtre du père, parce qu'il s'appelait aussi Hamlet, le père. Hein. Donc c'est une reproduction, c'est une pièce qui va reproduire le meurtre. Et il dit à Claudius, viens donc voir, j'ai fait une petite pièce de théâtre très sympa, et tu vas la regarder avec moi, et tout ça, avec Gertrude et tout ça, et ça devrait te parler un peu. Quelque chose comme ça, quoi. Hein. Donc, voilà. Et donc, eh ben, Claudius, il regarde la pièce, et effectivement, il s'aperçoit que dans La Souricière, eh ben, c'est exactement ce qu'il a fait. Hein. Parce que c'est l'histoire d'un homme qui tue un roi pour prendre sa place. Donc là, c'est des grosses ficelles quand même. Hein. C'est des grosses ficelles, La Souricière. Et donc, Claudius ne peut pas manquer de se trouver dans la situation d'homoios d'Aristote, hein, d'être dans l'identitude, si on peut dire, l'identitude
du personnage de la pièce de la souricière. Il est pris par l'identification. Il est coincé par l'identification. Le père Claudius. Claudius le meurtrier. Celui qui a tué le père d'Hamlet et qui revient, le père d'Hamlet revenant comme le spectre, vous savez, de temps en temps. Dans les hauts du château, il revient de temps en temps voir son fils pour lui dire, bah alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu prends trop de temps pour me venger? Il serait temps de t'y mettre. Voilà, il n'agit pas. Donc, c'est tellement bien foutu, sa pièce La Souricière, que Claudius, vous le savez, Claudius, il supporte pas de voir ça. Et donc, il se lève pendant la pièce et il dit « Lumière, lumière, lumière ». Textuellement, hein, c'est ça dans le texte hein, de la pièce d'Hamlet. « Lumière, lumière, lumière ». Pour dire « On arrête là, ça suffit comme ça, c'est bon, etc. » Et donc, Hamlet, le fils, donc, en parle après à ses confidents et il leur dit bah écoutez, hein, il a avoué quoi. C'est clair comme de l'eau de roche que c'est lui. Sa réaction en voyant cette pièce est un aveu d'évidence du meurtre qu'il a commis. Voilà. Parce qu'il est extrêmement mal à l'aise, etc. Mais c'est pas pour autant que c'est là que Hamlet va agir. Non, il agit. C'est pas assez encore. C'est pas assez. L'aveu de Claudius n'est toujours pas assez, n'est pas suffisant, ne déborde pas suffisant pour que ça ruisselle du côté de sa pensée pour que son poignard se plante dans la poitrine de Claudius. C'est pas suffisant. Donc voilà, je vous ai dit trois petites choses sur Aristote et sur l'homoios. C'est des notions peut-être que vous connaissiez déjà, parce que peut-être c'est des choses qu'on utilise parfois en terminale ou en première quand on fait de la philo. Aristote, on l'étudie un peu, et la notion d'homoios, généralement, on en a quelques petites notions, quoi. Bien sûr, c'est beaucoup plus développé que ce que je vous ai dit là. Hein. Je n'ai pas la prétention de vous faire un cours de philosophie sur Aristote. Hein. C'est pas le propos. Mais quand même, j'en ai dit un petit mot. Agir comme semblable à un autre. Bah oui, agir comme semblable à un autre. La pièce La Souricière, etc. Il parle de tout ça, Lacan, voilà. Et il rajoute, Hamlet, ça nous le savons déjà, Hamlet est prisonnier de l'autre. L'autre, je me répète, hein, parce que beaucoup d'entre vous ne sont pas habitués à ces notions lacaniennes-là, d'autres avec un A majuscule, hein, ça ne s'écrit pas avec un A minuscule, c'est qu'il y a un A majuscule. L'autre, c'est l'ensemble des signifiants, l'ensemble des symboles, c'est tous les symboles. Donc c'est quelque chose qui est infini. Ce n'est pas un ensemble. J'ai dit un ensemble, je me trompe à chaque fois. Mathématiquement parlant, ce n'est pas un ensemble, c'est un lieu. C'est un lieu. Il faut être précis, hein. Il faut être précis, parce que quand je dis que c'est un ensemble, c'est une bêtise. C'est une bêtise parce que un ensemble infini, ce serait un ensemble infini à ce moment-là. Ça serait un ensemble infini puisqu'il contient tous les symboles. Or, un ensemble infini peut être contenu dans un autre ensemble. Et ça colle pas parce que l'autre ne peut pas être contenu dans un autre. Il n'y a pas d'autre de l'autre. Il n'y a pas d'autre de l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'est pas garanti. L'autre n'est pas garanti. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas garanti, l'autre, le lieu de tous les symboles? Eh bien, c'est parce que vous ne pouvez pas l'attraper en entier. Je vous l'ai déjà dit ça. Hein. Quand vous naissez, vous attrapez quelques symboles, vous attrapez quelques trucs. Vous commencez par attraper maman. Hein, c'est la première chose que vous attrapez. Maman, c'est votre premier symbole. Et puis, à la suite de maman, vous en attrapez plein. Maman, c'est quelque chose comme le S1, par exemple. Puis après, il y a le S2, le S3, et puis ça va comme ça, à l'infini, à l'infini, à l'infini. Puis vous coincez entre les symboles. Vous êtes pris entre les symboles, vous êtes pris dans la chaîne signifiante tant que vous vivez. Tant que vous vivez, vous êtes inséré, baladé par la chaîne signifiante. Elle vous détermine. Ce n'est pas vous qui déterminez la chaîne signifiante, c'est la chaîne signifiante qui vous détermine. Et donc, nous ne sommes pas des individus complètement libres, nous. Hein, puisque nous sommes surdéterminés, même comme dit Lacan, il emploie ce terme-là, hein, nous sommes surdéterminés par la chaîne symbolique qu'il appelle autre avec un A majuscule. Et elle ne peut pas être garantie puisqu'elle est infinie. Et que ce n'est pas un ensemble, elle ne peut pas être contenue dans un autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un dictionnaire. Pour qu'elle soit garantie, il faudrait qu'il y ait un dictionnaire qui contienne cet autre-là. Mais il n'y en a pas.
on ne peut pas créer un dictionnaire qui contienne l'autre. Donc il n'est pas garanti, il n'y a pas d'assurance vie concernant l'autre. C'est pour ça que Lacan dit cette phrase que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a énormément même des gens assez savants qui ne comprennent pas ce que ça veut dire « il n'y a pas d'autre de l'autre ». Parce que Lacan dit ça comme ça, « il n'y a pas d'autre de l'autre ». Il le répète assez souvent dans son séminaire, « il n'y a pas d'autre de l'autre ». Ben, ça veut dire ça. Ça veut dire que l'autre n'est pas garanti. Vous en faites ce que vous pouvez de l'autre. Vous attrapez un certain nombre de symboles à partir de votre toute petite enfance. Et après, vous vous débrouillez pour en attraper le plus possible. Mais vous n'allez jamais à tout attraper. Et donc, rien ne va vous dire que vous pouvez tout attraper. Personne ne peut vous dire de l'extérieur, oui, tu pourrais tout attraper. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. Il n'y a pas d'autre de l'autre. Il n'y a pas un regard sur l'autre qui serait rassurant et qui nous dirait que c'est quelque chose qu'on peut capter. Hein, vous voyez? S'il y avait un œil, si on décrit l'autre ici comme ça, et s'il y avait un œil ici qui regardait l'autre, on pourrait se dire, ah ben ça va. Là, il y a un autre de l'autre puisqu'il le regarde. Donc, cet autre qui regarde l'autre, là, il doit en savoir long puisqu'il le regarde de l'extérieur. Il le regarde de l'extérieur. Ça veut dire qu'il le tient, si vous voulez, qu'il le manage, si je peux dire, quoi, hein, qu'il a sur lui un œil qui le contient, qui le contient de cette façon. Ça serait une assurance, quoi. Mais sauf qu'il n'y a pas de regard sur l'autre possible. Non, ça n'est pas possible parce que c'est un ensemble infini. Et puis qui est là, que nous soyons là ou pas. Parce que je vous avais déjà fait cette histoire-là. Si vous mourrez, je vous efface. Ben, vous mourrez, je vous efface, mais ça n'empêche pas que les S1, les S2, les S3, les S4 sont toujours là. Ils sont toujours là. Donc la chaîne signifiante, elle est là. Elle n'en a rien à faire que vous existiez ou pas. C'est ce que dit Lacan quand il dit les hiéroglyphes sont dans le désert, que nous existions ou que nous n'existions pas. Les hiéroglyphes dans le désert, ils n'en ont rien à foutre qu'on soit sur la Terre ou qu'on n'y soit pas. Les hiéroglyphes. Oui, alors, il cite l'endroit d'Aristote où on parle de l'homoios, j'ai oublié de vous le dire, c'est dans l'ouvrage d'Aristote qui s'appelle Les catégories. Les catégories. Parce que Aristote, c'était quand même un type qui soupesait l'être un petit peu. Hein. C'est une sorte de balance Robert-Val philosophique, un peu Aristote, qui soupesait les êtres en termes de qualité, de quantité, etc. Hein. Il les manipulait un peu comme des objets. Il pouvait les quantifier. Il avait ce vouloir-là. Voilà. Je suis pas sûr qu'il y soit arrivé. Hein. Non, il est sûrement pas arrivé, mais bon. Il était un peu comme ça. Il avait une espèce de logique quantificatoire, peut-être un peu obsessionnelle, je sais pas. J'en sais rien, je l'ai pas connu. Donc, je vais pas vous dire comment il était niveau caractère, Aristote. Mais il s'est occupé de choses quand même un petit peu, ouais, bon, c'est bien, mais enfin bon. Il faut aimer la philosophie, quoi. Moi, je sais pas que je déteste pas la philosophie. Et Lacan disait les philosophes, etc. Mais il disait que ça menait pas à grand chose. Il avait une opinion, je vous le dis quand même comme ça, parce que ça plaît pas toujours aux philosophes d'entendre ça, mais c'est comme ça. Il avait une opinion des philosophes qui n'était pas tellement positive, quoi. Parce que pour lui, les philosophes étaient des gens qui arrivaient à conclure, qui arrivaient à des vérités ou à des approches de la vérité. Et Lacan disait que c'était impossible, de toute façon. La vérité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas obtenir. Donc, c'est pour ça que, à la fois, il lisait tous les philosophes, il les avait tous lus, hein, de fond en comble, mais c'était pas sa manière de penser, quoi, voilà. Parce que vous voyez bien que les philosophes, Aristote aurait été mal à l'aise avec cette idée que si on efface le sujet, la chaîne signifiante continue à courir. L'autre continue à exister quand même et n'en a que faire de nous. L'autre avec un A majuscule. Donc il n'est pas sûr que les philosophes auraient aimé cette approche-là. L'approche structurelle de Lacan qui n'était pas philosophique, qui n'était pas sophiste ni philosophique, quoi. Hein, voilà. Qui n'était pas une explication. Parce qu'il reproche à la philosophie, enfin, je sais pas, il ne reproche pas aussi simplement que ça, mais globalement quand même un peu, c'est qu'il disait les philosophes expliquent. Et il disait, moi je n'explique rien, parce que je ne peux pas. Je n'explique rien, je vous dis des choses, c'est un certain savoir, disait-il. Hein. C'est seulement un certain savoir, c'est tout. Mais c'est pas quelque chose de définitif, ce ne sont pas des choses bornées, avec des limites, et bien enfermées dans un ensemble, justement. Un ensemble qui serait défini comme un sous-ensemble d'un ensemble.
Et ça serait pratique, ça serait rassurant, mais ça ne fonctionne pas comme ça, pour Lacan en tout cas. Alors, il dit cette phrase qui est une évidence, mais qui est quand même à propos d'Aristote, enfin, une digression à partir d'Aristote. Si un désir ne peut se réaliser que dans la similitude à un autre, un semblable, il ne peut être qu'hésitant. Il n'est pas lui-même. Eh bien oui. C'est exactement l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de mon patient qui s'identifiait à des médecins qui lui disaient ceci, puis après il s'identifiait à un autre médecin qui lui disait autre chose, et donc il était tout le temps hésitant. Il a tellement hésité qu'il ne s'est pas soigné. Enfin, trop tard. Donc, vous voyez, c'est une phrase qui a l'air simple comme ça, mais qui est forte. Hein. Si un désir ne peut se réaliser que dans la similitude à un semblable, il ne peut être qu'hésitant. Et c'était le cas aussi de Hamlet, qui par moment s'identifiait à sa maman, justement, à sa maman. Il s'est identifié aussi à Ophélie, il s'est identifié à Claudius, bien qu'il le déteste. Il s'identifiait à Claudius le meurtrier comme un salaud, mais bon, voilà, parce que lui-même, Hamlet était un peu un salaud aussi, quand même, hein, d'une certaine façon. Donc, il passait par 1001 identifications, ce pauvre Hamlet, il fait qu'il n'agissait pas. Il était hésitant tout le temps. Tout le temps. Alors après, il ramène encore un autre dramaturge critique littéraire anglais, celui-là contemporain, enfin je dirais contemporain de Lacan à peu près, un peu plus vieux que Lacan mais pas beaucoup, qui s'appelle T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot. Bon, peu importe, mais enfin bon. Alors lui, ce qu'il dit aussi, c'est plutôt négatif, mais ça permet à Lacan de ramener quelque chose, de ramener un concept. Il dit ceci, Eliot, T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, je l'écris pas, c'est pas la peine. Je vous le situe simplement 19e, 18e, à cheval. Shakespeare n'a pas été à la hauteur de son héros. Voilà, il dit ça. Il est gonflé quand même de dire ça. Hein. Shakespeare n'a pas été à la hauteur de son héros. Il faut être gonflé pour dire ça de Shakespeare quand même. Hamlet est inégal à sa tâche. Shakespeare l'a aussi été inégal en écrivant cette pièce. Faut pas manquer d'air. Hein. Inégal à l'articulation du rôle d'Hamlet. C'est-à-dire qu'il dit carrément que le rôle d'Hamlet, c'est pas clair, c'est mal foutu, c'est mal fichu, c'est bancal, etc. Quand on appréhende Hamlet, on est dans un phénomène de l'ordre de l'illusion. Alors c'est ce que dit aussi le mec T.S. Eliot, il dit que c'est qu'une illusion, ça tient pas tellement debout, etc. C'est mal fagoté. Mais Lacan dit tout de suite, une illusion, contrairement à ce que pense Eliot, une illusion, ce n'est pas le vide. Une illusion, c'est différent du vide. Voilà. Parce qu'on pourrait penser que si c'est quelque chose qui est illusoire, qui est une illusion, eh bien que ça va nous apparaître, puis que ça va disparaître, et que donc c'est le vide, c'est un certain vide. Non, pas du tout, hein, pas du tout. Pas du tout pour Lacan, parce que il dit justement, dans la pièce de Shakespeare, Hamlet, il y a un montage extrêmement savant, dont j'ai trouvé une espèce de métaphore. Si vous voulez. Il y a une espèce de superposition, si vous voulez, de trames, de scènes, les unes dans les autres, qui rendent cette pièce effectivement très complexe. Et cet empilement de trames, on pourrait comparer ça pour ceux qui font un peu de photos. Ceux qui font un peu de photos connaissent les calques. Les calques, ça parle à ceux qui font de la photo, les calques. Hein. Quand on veut faire un montage à partir de plusieurs photos et qu'on veut mettre plusieurs choses dans une même photo, on prend plusieurs photos et on empile des photos les unes sur les autres un peu en transparence de manière à faire mettre sur un seul support photographique ce qu'on voudrait mettre. On retravaille la photo avec les calques de plusieurs photos. On travaille une photo avec plusieurs de ces calques. Vous voyez ? En photographie, on fait ça. Eh bien, on pourrait dire que quand Lacan parle de ça, là justement, de l'illusion dans Shakespeare, mais qui n'est pas vide, elle n'est pas vide, c'est parce qu'il y a des calques aussi dans la pièce de Hamlet. Il y a des calques, il y a une superposition énorme d'une trame, des filigrammes, si vous voulez, en nombre très conséquent, qui permettent de donner à cette pièce toute sa complexité.
toute sa force et toute sa complexité. Et elle n'est pas plane, cette pièce. Parce que si c'était une seule photo, pour reprendre cette métaphore, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin bon, si on prend une seule photo, voilà, ben, il y a juste ce qu'il y a dessus, puis il n'y a pas de composition. Il n'y a pas de composition sur une seule photo. Il y a ce que vous avez fait, vous, en appuyant sur le bouton, mais il n'y a pas une composition à l'intérieur même de la photo, dans la structure même de la photo. Alors que si vous faites des calques de cette photo, vous pouvez la composer autrement, rajouter des couleurs d'ailleurs aussi, donner des halos autour d'un personnage, enfin, tout ce que vous voulez avec la photographie, avec les logiciels actuels, Photoshop, etc. On fait absolument tout ce qu'on veut, mais avec Photoshop, par exemple, c'est vraiment avec des calques que l'on travaille. Hein. On travaille avec les calques, quoi, avec les calques superposés. C'est assez minutieux, c'est même un peu chiant et compliqué, mais bon, alors maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui va venir un petit peu modifier un peu tout ça et un peu rendre les choses un peu plus simples normalement. Mais c'est pas encore... les puristes n'utilisent pas l'intelligence artificielle pour l'instant pour modifier leurs photos. Ils font usage des calques. Et Shakespeare faisait usage de calques. Et donc, sa pièce, bien sûr, c'est une illusion. Comme disait Lacan au début du chapitre, bien sûr, Hamlet n'a pas existé, c'est un personnage virtuel, bien entendu. Pour autant, cette illusion d'Hamlet, ce n'est pas le vide. Ce n'est pas le vide. C'est un montage très complexe et qui nécessite qu'on explore les différentes trames de ce montage. Et il prend appui, pour parler de ce montage-là, il prend appui sur le stade du miroir. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui en long et en large, parce que c'est compliqué le stade du miroir quand même. Mais je vais le faire bientôt, je ne sais plus quand, chez les philosophes. Je suis préposé à expliquer justement le stade du miroir dans l'association Les Philosophes, mais je ne sais plus quand. Je vais vous le dire parce que, comme ça, vous pourrez venir si vous voulez. Je vais vous dire parce que je dois avoir... Ah oui, il faudra que je vous les donne. Je vous ai pas donné les prospectus. On m'a chargé de vous les donner, puis j'ai oublié complètement. On est à la 3e séance, c'est temps que j'y pense quand même. Hein. Donc, conférence. Alors, conférence, moi je suis dedans. Hein. Je suis dedans, mais je ne sais même pas... Le 4 juin, j'interviens, moi. Ils m'ont fait une gueule cassée sur la photo. Je ressemble à un monstre. Mais bon, j'en veux pas. Surtout qu'ils m'ont dit que, comme effectivement j'étais assez monstrueux, ils ne feraient pas de grandes affiches. Ils éviteraient de faire des grandes affiches s'ils n'arrivaient pas à la corriger. Mais moi, c'est bizarre parce que je leur ai donné une photo où je me trouvais quand même assez plaisant, quoi, parce que des fois on peut s'aimer un peu soi-même. C'est pas interdit. Et donc je disais, voilà, cette photo elle est pas mal. Je sais pas pourquoi il y a un mec, leur maquettiste, il s'est amusé à triturer ça. Parce que en fait, j'étais légèrement de 3/4. Il a voulu absolument que je sois de face. Donc comme il savait pas faire, sans doute, qu'il savait pas, il n'a pas dû faire appel à l'intelligence artificielle. Il a peut-être fait appel à la bêtise artificielle. Et du coup, j'ai une gueule de gueule cassée de la guerre 14. Mais c'est pas très, je m'en fous un peu, quoi. Hein, voilà. Et donc le 4 juin, je vais vous donner les trucs, vous pouvez les faire passer. Vous pouvez les faire passer, comme ça je vous les donne, hein, vous pouvez les faire passer. Il n'y en a peut-être pas assez pour tout le monde, mais vous pourrez vous les prêter. C'est au CGR, au méga CGR à Tours, hein, le 4 juin. Donc ils sont nombreux parce que la philosophie, ça attire, comme je disais tout à l'heure, la philosophie, ça attire beaucoup plus de monde que la psychanalyse. Pourquoi? Parce que la philosophie, tout le monde en a fait à l'école, alors que la psychanalyse, on n'en fait pas. Donc ils ont un public beaucoup plus nombreux que le mien. Il y a plus de 300 personnes, je crois, hein, qui vient là-dedans. Et donc, moi, je vais leur exposer le stade du miroir. Donc, moi, je vais vous en dire 2 mots, là, comme ça, en passant. Parce que, justement, c'est une illusion, le stade du miroir. Si vous avez un miroir comme ça, concave, un miroir concave, voilà. Vous pouvez imaginer, si vous ne voyez pas ce que c'est, vous pouvez imaginer une bassine de cuivre, par exemple, hein, une bassine de cuivre, comme ça. Et donc, si vous avez un œil ici, ah tiens, mon truc n'écrit plus, je vais prendre un autre plus moderne. Si vous avez un œil ici, en face du miroir là, eh bien, vous allez vous voir dans le miroir. Mais ça, on s'en fout un peu, c'est pas tellement ça, le truc de Lacan, c'est pas ça. Vous allez vous voir, c'est pour dire que ça fonctionne comme miroir, et puis voilà. Alors, si vous mettez devant, placé à peu près comme ça, une fleur ici,
Et puis ici, vous mettez un vase. Bon, c'est pas très bien dessiné tout ça, mais enfin bon. Un vase, eh bien, qu'est-ce qui va se passer si vous mettez un miroir ici? Vous mettez un miroir ici. Le voilà, le stade du miroir. Hein. Si vous mettez un miroir ici, et si votre œil est ici, il faut bien faire attention que l'œil est ici. Il n'est pas où je l'ai mis en premier. Hein. Il est ici, l'œil. Voilà, l'œil est ici. Et dans le miroir, qu'est-ce qu'il va voir, le sujet, là? Qu'est-ce qu'il va voir dans le miroir, là? Eh bien, étrangement, et ça, c'est un phénomène de physique, hein, c'est pas une invention de Lacan, de prestigitation, de magicien, je sais pas quoi. Non, c'est de la physique, hein, c'est de la physique. C'est d'ailleurs pas lui qui a inventé ça. Ça a été trouvé bien avant lui, ça. C'était une expérience qui était ancienne, déjà, hein, ancienne. Et donc, il en reste des... Ah, il y en a qui n'ont pas eu. Donc, cette expérience-là, alors qu'est-ce qui va se passer? Oui, si vous êtes là et que vous regardez dans le miroir, eh bien, étrangement, la fleur que vous voyez là, elle va venir dans le vase. Elle va venir dans le vase, la fleur. Vous allez la voir dans le vase. Ou alors, si, vous pouvez faire l'inverse, hein, vous pourriez mettre un vase en bas et une fleur en haut, et vous verriez le vase qui monterait autour de la fleur. Ce serait pareil. Ce serait pareil. Et ça, c'est vrai. Si vous faites l'expérience chez vous avec une bassine, et vous placez bien, il faut le placer, c'est au millimètre, hein, il faut placer vraiment le support, l'espèce de petite tablette là, sur lequel vous allez mettre votre vase, et puis là, à un endroit bien précis, eh bien, vous allez apercevoir la fleur dans le vase, la fleur dans le vase. Et pourquoi est-ce que Lacan utilise cette petite extrapolation physique? Eh bien, c'est pour expliquer que chez l'enfant, à partir de 6 mois, il faut qu'il ait une consistance. Il faut qu'il ait un corps consistance. Pourquoi faire? Pour aller dans le monde. Pour arriver sur la scène du monde, l'enfant doit avoir un corps consistant. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de corps consistant. Hein. Moi, j'en vois en consultation. Hein. Il y a des autismes de Kanner. On en voit parfois. Leur corps, ils l'ont pas saisi. Ils n'ont pas de saisine de leur propre corps. Ou alors, elle est mal foutue, si vous voulez. Donc le stade du miroir n'a pas bien fonctionné. C'est pas l'explication de l'autisme, ça n'a pas la prétention, mais on peut quand même dire ça. C'est pas faux de dire ça, que leur corps n'est pas tout à fait n'est pas introjecté, quoi, si vous voulez. Il est mal connu d'eux-mêmes. Il est mal connu d'eux-mêmes. C'est les autismes de Kanner, l'autisme avancé. Parce que quand on parle d'autisme atypique, par exemple, ce sont simplement des traits du spectre autistique. Et là, on n'est pas du tout dans la même zone, hein. Heureusement qu'il n'y a pas. Tous les enfants ne sont pas dans la situation de l'autisme de Kanner. Donc, c'est pour dire que vers 6 mois, eh bien, l'enfant, il a son corps qui est là. Le corps est en bas, il est en dessous, il ne le voit pas. Avant 6 mois, il ne le voit pas. C'est un corps, c'est de la chair, si vous voulez, quoi. Hein. C'est sa chair, mais il n'en a pas encore la consistance. Il est tellement attaché à sa maman qu'il fait une espèce de corpus unique avec sa mère, et donc il n'a pas la réalisation corporelle de lui-même. Il l'a pas. Et donc, grâce au stade du miroir, parce qu'il va se voir dans le miroir avec sa mère. Enfin, c'est dans l'imagerie idéale, dans l'imagerie d'Épinal idéale, il est dans les bras de sa mère, il est face au miroir, et il se dit, ça pourrait être moi. Il se dit pas ça tout de suite, mais au bout d'un certain nombre d'épreuves, il se dit, ça pourrait être moi dans le miroir. Et pour en avoir la certitude, il regarde sa mère. Et c'est vrai, ça en plus, on l'observe ça, hein, souvent. Il regarde sa mère et pour avoir son approbation. Et si la mère lui dit, c'est toi, eh bien c'est bon. Et donc, si vous voulez, ici, chez l'enfant, celle qui jouerait un petit peu le rôle de cette espèce de mécanisme-là, hein, de ce mécanisme-là de montée, ben c'est la mère. Parce qu'elle dit oui. Elle dit oui, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Et donc, cette mère-là, elle est en situation d'être une espèce d'autre pour l'enfant, hein, avec le A majuscule, tel que je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire elle représente une forme de toute-puissance, une forme d'un savoir de totalité. Et donc, si la maman dit à l'enfant, oui, c'est toi dans le miroir, il n'y a aucun doute, puisque c'est un autre, la mère est un autre à ce moment-là. Hein.
Et cette montée sur la scène, et donc on pourrait dire que l'enfant monte sur la scène du monde. Monte sur la scène du monde. Il monte sur la scène du monde et du coup, il peut avoir affaire aux autres. L'altérité devient possible. Avant 6 mois, il n'y a pas vraiment d'altérité chez l'enfant, chez le petit enfant. Après 6 mois et demi, l'altérité peut commencer. L'autre peut commencer à exister. Éventuellement comme rival d'ailleurs, hein, comme hostile. Mais bon, il existe, c'est ça qui compte. C'est pas qu'il soit rival ou qu'il ne le soit pas, peu importe. L'autre existe. Et l'enfant fait la conquête de l'autre d'une certaine façon, par identification aussi là. Hein. Il y a un modèle identificatoire. Il veut être comme l'autre, partiellement, parce qu'en même temps il le est. Il le est parce que, pourquoi? Eh bien parce que il ne veut pas être sujet de l'autre. Il ne veut pas que ce soit uniquement par le biais de l'autre qu'il advienne au monde. Il préférait le faire tout seul, mais il peut pas. Donc il n'est pas content d'être obligé de passer par l'autre. Donc il y a une haine de l'autre chez l'enfant et que l'on voit cliniquement. Ça c'est de la clinique. Hein. Moi quand je reçois des enfants de 2-3 ans qui sont encore pas tout à fait sortis du stade du miroir ou mal sortis, mal gaulés, eh bien, ils ont une espèce de haine qui se voit dans... Alors, on me les envoie parce que quand ils sont en maternelle, par exemple, déjà à 2 ans et demi, en petite section, je les reçois alors pour me dire, ils griffent les autres, ils mordent les autres, ils leur tapent dessus, etc. Une espèce de haine physique des autres qui prend des proportions parfois un peu embêtantes parce que les parents sont gênés, parce que d'autres parents portent plainte, disent, on ne peut pas garder cet enfant, etc. Et, ils griffent mon enfant, etc. Mais c'est simplement que l'enfant joue le stade du miroir, si vous voulez, quoi. Hein. Alors, donc, on a grâce à cette modélisation-là, on a des possibilités d'approche de l'enfant, en lui parlant de l'autre, justement, en lui parlant de l'autre. En lui parlant de la haine de l'autre, etc., on arrive assez facilement, d'ailleurs, hein, si l'enfant a une structure psychologique à peu près standard. Ma foi, ces problèmes d'agressivité et d'altérité refusée, hostile, on arrive à régler ça assez rapidement en quelques séances, normalement. Pas toujours, mais ça peut se faire quand on a un support théorique. C'est pour ça que je vous dis, un support théorique comme le stade du miroir, par exemple, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe quand on fait de la clinique de l'enfant. Eh bien, c'est bien d'avoir... Si on n'a pas de support théorique, on peut pas. On peut pas. Autant s'asseoir sur une chaise avec l'enfant, puis prendre le thé avec lui, puis papoter de la pluie et du beau temps. Voilà, ce sera pas plus mal. Ça servira pas à grand chose, mais il faut un support théorique pour pouvoir avancer, quoi, et se dire, bah tiens, j'observe ça, donc je vais agir comme ça et ça parce que ça me rappelle ceci. Support théorique. Bon, voilà. D'ailleurs, Lacan, il avait une phrase lapidaire par rapport à ça. Quand on lui avait demandé, je vous l'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais je le répète quand même, on lui a demandé un jour, qu'est-ce que c'est que la technique du psychothérapeute, du psychanalyste, qu'est-ce que c'est sa technique? Qu'est-ce que c'est? Non, qu'est-ce que c'est que l'éthique du psychothérapeute? Quelle est sa morale? Il avait répondu, net, franc, c'est sa technique. Point barre. C'est sa technique. Autrement dit, un thérapeute qui n'a pas de technique, il peut aller se rhabiller. Il n'y a rien à faire. Il peut aller voir ailleurs. C'est une phrase de Lacan, hein, ça. L'éthique de du psychothérapeute, c'est sa technique. Eh oui, voilà, c'est sans nuance. Sans nuance. Donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu le stade du miroir parce que voilà, pour parler un petit peu justement de l'illusion, et que pour dire que c'est pas du vide. Vous voyez bien ici que là, il y a une illusion dont on pourrait dire que c'est du vide, puisque après tout, c'est une image de la fleur qui vient ici. Hein. C'est une image. C'est pas la fleur elle-même, hein, c'est une image de la fleur. Mais elle a une particularité, cette image-là. Vous avez fait un petit peu de physique, donc ça va vous parler, j'espère, si vous avez des souvenirs de physique. Ce n'est pas une image virtuelle. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une image virtuelle. Parce que quand vous regardez dans le miroir, vous, le matin, pour vous maquiller, ou vous démaquiller, eh bien, l'image que vous voyez dans le miroir, qui est symétrique d'ailleurs, hein, optiquement parlant, physiquement parlant, elle est symétrique. Si vous êtes là, vous, en tant que sujet, et vous avez un miroir pour vous regarder, vous allez vous voir ici, symétriquement. C'est égal, là. Hein. Mais là, vous avez une image virtuelle.
La preuve qu'elle est virtuelle, c'est que si vous mettez la main derrière le miroir pour l'attraper, vous n'attrapez rien du tout. L'image, elle est virtuelle. Elle est virtuelle. Dans le stade du miroir, ici, l'image n'est pas virtuelle. C'est une image réelle. C'est comme un mirage. Quand vous voyez un mirage dans le désert, je sais que vous allez dans le désert souvent, vous voyez beaucoup de mirages. Donc, non, je rigole, mais les mirages dans le désert sont des images réelles. Ce sont des vrais, ça a une consistance, quoi. Hein, ce sont des photons, si vous voulez. C'est pas une virtualité. C'est pas une virtualité. C'est comme comment on appelle ça déjà, les images réelles conçues que l'on fait avec certains projecteurs, etc. Le hologramme, voilà, c'est ça. Merci. J'ai un trou de mémoire. Les hologrammes, ben vous avez des hologrammes. Les hologrammes, c'est des vraies images. C'est des vraies images. Hein. C'est surprenant hein, de voir un hologramme d'une personne. Il y a des lieux à Paris où on peut voir des hologrammes de personnages entiers. Et on a vraiment l'impression qu'ils sont là, quoi. Mais quand on passe la main, on le traverse, quoi. Hein. Donc ça fait un drôle d'effet, quoi. Mais c'est pas une image virtuelle. Ça n'a rien à voir avec l'image dans le miroir là-bas, celle de droite. C'est une image réelle. Et c'est important pour Lacan, ça, que ce soit une image réelle, parce que c'est pour dire que si cette image-là est réelle, si par exemple le corps de l'enfant, c'est la fleur ou bien le vase, eh bien, c'est le vrai corps de l'enfant. C'est le corps réel de l'enfant qui monte sur la scène du monde. C'est pas une illusion. C'est pas une illusion. Et même si ce petit montage est une forme d'illusion, elle n'est pas vide. Voilà. C'est ce que veut dire Lacan pour contrecarrer certains critiques qui disaient la pièce Hamlet est un vide, parce que c'est une illusion. Et donc non, Lacan pas du tout. Voilà. Et il s'appuie dans le texte lui-même, que j'étudie aujourd'hui, il s'appuie sur le stade du miroir. C'est page 398. Oui, c'est ça. 397. 397. Et il dit, oui, il parle du critique en question, Trench, qui s'appelle Trench, qui est un professeur de l'université de Dublin. Voilà, bon, on s'en fout un peu, mais enfin bon, il dit pour lui le drame d'Hamlet est universel parce qu'édipien. Oui, ça, on en a déjà parlé. Hein, le drame d'Hamlet est universel parce qu'édipien. Effectivement, Hamlet, il a des désirs pour sa mère et il attend le désir de sa mère comme un enfant. Je veux dire, il est dans une phase édipienne qui ne s'arrête pas. C'est interminable, Hamlet. Pourtant, c'est un grand gaillard, hein. Mais il est un peu benet quand même. Hein. Il est agressif et benet, un peu. Voilà. Étrange, etc. Oui, c'est ça. Et ce critique-là, il avait dit une phrase étrange par rapport à Hamlet. Il avait dit, dans Hamlet, le temps est hors de ses gonds. C'est une drôle de phrase, hein. Le temps est hors de ses gonds. Et c'est vrai que la temporalité dans Hamlet, on a du mal avec la temporalité dans Hamlet. C'est pas du tout évident. Hein. Et dans beaucoup de pièces de Hamlet, c'est comme ça d'ailleurs. Hein. La temporalité n'est pas... les chronologies, si vous voulez, sont pas établies de manière comme ça ultra confortable, quoi. Hein. C'est pas ultra confortable au niveau des chronologies de la temporalité. Et Ernest Jones, vous savez, cet imbécile de Jones, vous vous rappelez, hein, Jones, c'était le maître administratif de la psychanalyse que Lacan détestait parce qu'il l'avait interrompu au congrès de Marienbad quand Lacan parlait du stade du miroir, justement. Hein. Il lui avait dit « ferme ta gueule ». En gros, c'était ça. Hein. Ça suffit maintenant, au bout de 10 minutes. Lacan, toute sa vie, et vous pourrez, si vous lisez les séminaires de Lacan, vous pourrez rencontrer souvent ça, cette phrase, c'est imbécile de Jones. Hein. C'est imbécile de Jones, voilà. Mais bon. Mais Jones, il disait que Trench, du coup, Trench, c'était lui qui avait dit les choses les plus justes sur Hamlet parce qu'il avait parlé du caractère impénétrable d'Hamlet et de son côté universel du fait qu'il y a une trame édipienne. Voilà. Ça. Bon, si on veut pour Lacan, hein, c'est pas idiot. Alors, oui, c'est ça. Alors, Lacan dit plus tard, un peu plus loin, page 399, en poche, si Hamlet a pour nous une portée de premier plan, c'est parce que sa valeur de structure est équivalente à celle de l'Oedipe. Moi, là, je suis content de lire la phrase telle qu'elle est dite dans votre bouquin. Hein.
il y a toute une machinerie, des plans superposés. C'est là que je vous ai parlé des calques. Hein. Lacan ne parle pas des calques, c'est moi qui a ramené ça pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi il parle. Lacan, c'est dans ces superpositions, c'est un peu un millefeuille, quoi. Hein. Un millefeuille tel qu'on peut en faire dans Photoshop. C'est dans cette profondeur, parce que c'est vraiment une profondeur, hein. Les calques en photographie, effectivement, on cherche la profondeur aussi, hein, bien sûr, hein, on cherche la profondeur. Ce que les puristes appellent le bokeh aussi, vous savez, hein, l'espèce de halo derrière le personnage que l'on veut cibler. Espèce de halo plus ou moins réussi. Donc la réussite de bokeh, c'est vraiment quand les gens réussissent bien leur bokeh, c'est qu'ils ont vraiment fait une belle photo, quoi. Ils sont contents. On dit un beau bokeh. Alors, il y a des appareils très sophistiqués qui font des beaux bokehs, puis là, avec un iPhone, vous pouvez pas faire des bokehs vraiment top niveau, quoi. C'est plus difficile avec un smartphone. Donc, alors, Lacan parle de Shakespeare. Il parle de Shakespeare et il dit, avant Hamlet, il a écrit tout un tas de choses. Oui, c'est vrai. Il a écrit tout un tas de choses avant Hamlet, tout un tas de pièces. Je vais vous en citer quelques-unes, pas toutes évidemment, hein, juste quelques-unes parce que il y a une rupture, il y a une rupture. Et Lacan, il en parle dans le chapitre, hein, de ça. Moi, je ne parle que des choses qui sont dans le chapitre, hein, bien sûr, hein, vous le savez. Donc, avant Hamlet, il a écrit des pièces, d'abord des pièces historiques. Des pièces historiques comme Richard III. Je vous cite celle-là, mais il y en a d'autres. Hein. Richard III, Henri II. Il y en a d'autres, il y en a plein comme ça, des pièces historiques de Shakespeare. Mais Lacan dit, ces pièces-là, d'avant Hamlet, elles obéissaient au canon strict de la dramaturgie, si vous voulez. Hein. Elles étaient ficelées, quoi. Ficelées de manière classique, très classique. À la limite même de dire qu'elles étaient peut-être un peu ennuyeuses, vieillottes, hein, éventuellement. Il ne le dit pas franchement, mais c'est un petit peu ce qu'il sous-entend quand même. Hein. Alors ça, c'est les pièces historiques. Et puis, il y a les comédies qui sont beaucoup plus connues, alors. Celles-là, vous devez en connaître quelques-unes. Il y a aussi les comédies, comme par exemple, le songe d'une nuit d'été. Ça, c'est très connu, hein. Le songe d'une nuit d'été. Le songe d'une nuit d'été, c'est une espèce de marivaudage, hein, entre deux couples, hein. Voilà, les histoires entre deux couples, etc., les trames, je t'aime, moi non plus, etc. Et c'est une pièce qui a été mise il y a un film qui d'ailleurs est assez remarquable. Moi, je l'avais vu il y a longtemps, hein, parce que le film, il date, le film maintenant, qui a été fait par Woody Allen, et qui s'appelle comme ça, Le songe d'une nuit d'été. Si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, parce que c'est un film assez remarquable. Ouais, très beau, très très beau. Et qui est très, très fort pour sa restitution de la pièce de Shakespeare. Voilà. Parce que c'est pas évident de scénariser filmiquement une pièce de Shakespeare. C'est pas de la tarte, à mon avis. Et là, je trouve que chez Woody Allen, c'est vraiment très, très, très beau, quoi. C'est très joli. C'est un film magnifique. Je sais pas, j'en ai gardé ce souvenir-là. Il y a aussi Le Marchand de Venise. Alors ça, c'est une pièce plus rock'n'roll. Le Marchand de Venise. Alors, c'est l'histoire d'un commerçant qui a plein d'histoires d'argent, etc. Voilà, un commerçant juif qui a plein d'histoires d'argent. D'ailleurs, beaucoup de gens ont dit que cette pièce était antisémite, ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs, du tout. Elle l'est pas du tout. Mais beaucoup de gens l'ont soutenu et il y en a d'autres qui le soutiennent encore. Le Marchand de Venise. Celle-là, je l'ai vue, mais sous une forme, je l'ai vue au théâtre, mais sous une forme modernisée. Donc, c'était un peu grotesque. Parce qu'en fait, c'était un marchand, il avait une entreprise et tout ça. Je crois que tu l'avais vu toi aussi. Hein, oui, c'est dans une supérette. Pardon? Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement. Il y a une supérette. Parce qu'il avait une entreprise, c'était une sorte de grossiste, mais vénitien, grandiose, etc. Et donc, la pièce avait transformé tout ça en une supérette, avec des caddies. Et les gens étaient en basket et en jean, et puis voilà, c'était ça, les héros de Shakespeare étaient là. Ce qui fait que moi, j'avais pas vraiment adhéré à la pièce, quoi, parce que je voyais pas très bien où était Shakespeare là-dedans, quoi. Hein. Il était un peu paumé. C'est trop rock'n'roll, quoi. Hein. Le Marchand de Venise. Mais c'était pour dire que ces pièces-là, Richard III, Henri II, Le songe d'une nuit d'été, Le Marchand de Venise, etc., sont des pièces qui obéissent, comme dit Lacan, à des canons, quoi. À des canons, ça obéit à des canons classiques du théâtre. Voilà. Des théâtres. Et il dit,
quand arrive Hamlet, il dit carrément, il dit c'est un autre jour, Lacan. C'est un autre jour. Ah ben oui, parce que là, ça n'obéit plus du tout au canon classique du théâtre, hein. Plus du tout, hein. C'est une pièce qui part dans tous les sens, qui est affreusement compliquée, quand même, Hamlet, c'est compliqué, hein. Et qui est mystérieuse, qui est impénétrable aussi d'une certaine façon, hein. C'est difficile de pénétrer les héros. Un héros comme Hamlet, il est carrément opaque, il est opaque, hein. Alors que dans les pièces précédentes, c'est tout à fait clair, quoi. Il y a tous les canons de la dramaturgie classique sont là, et on n'a pas de mal à se repérer. Même dans le Songe d'une nuit d'été, on se repère très bien, hein. Et même dans le Marchand de Venise, même dans sa version rock'n'roll, modernisée, supérette, on s'y retrouve, quoi. On voit de quoi il s'agit, de quoi il retourne, quoi, à peu près, hein. Dans Hamlet, c'est une autre affaire. Là, il y a une espèce de brisure, si vous voulez. On a l'impression que Shakespeare a cassé son objet, de certaine façon, quoi, qu'il a tout mis en miettes, et puis qu'il a recomposé à partir des miettes, une pièce inextricable, complexe, impénétrable, opaque, mais magnifique. Justement, du fait de son caractère complexe, c'est une pièce magnifique, hein, qui d'ailleurs a laissé Lacan pantois, hein. Pantois disait que c'était une pièce, Lacan disait que c'était une pièce géniale, et qu'il fallait la lire. Alors oui, il était très élitiste, Lacan, hein, puisqu'il disait il faut la lire en anglais, il faut pas la lire en français, et il faut absolument la voir, surtout la voir jouée par des acteurs anglais. Alors c'est pas évident, hein, quand même, hein, parce que si c'est joué en vieil anglais, on comprend pas un mot. Donc je vois pas trop l'intérêt, à part d'être un surdoué et de maîtriser l'anglais ancien. Déjà en anglais moderne, ce serait compliqué de comprendre Hamlet, mais en anglais ancien, alors là, ouais. Ça serait quand même très difficile, quoi. Donc là, oui, c'est ça. Il y a une espèce de révolution, quoi. Si vous voulez, il y a une révolution copernicienne, quoi, dans le théâtre de Shakespeare, quoi, hein. Copernicienne, parce qu'on n'est plus du tout dans le même registre, quoi, hein. On est dans une autre forme de théâtre, et c'est d'ailleurs pour ça que Lacan étudie cette pièce, d'ailleurs. Il n'a pas étudié le Songe d'une nuit d'été, si, le Marchand de Venise un petit peu. Là, je fais une erreur parce que le Marchand de Venise, il en parle dans un autre séminaire. Mais pas longuement, pas comme ça. Parce que là, dans ce séminaire-là, il y a vraiment un vrai travail autour d'Hamlet, quoi. Il y a un énorme travail autour d'Hamlet, quoi. Ce qui n'est pas le cas pour le Marchand de Venise. Mais il en parle quand même dans un autre séminaire, je ne me souviens plus lequel. Tu te souviens lequel, Alain, non? Je ne me rappelle plus. On l'a fait ici, mais comme on a fait tous les séminaires, je me rappelle pas forcément. Alors, il dit, quand Shakespeare a créé Hamlet, eh bien, il était l'égal, Hamlet, la pièce Hamlet, c'est l'égal de la pièce Faust. Faust de Goethe, qui est aussi une pièce ultra connue, hein. Il dit, alors ça, les pièces d'avant, bon, c'était comme ci, comme ça, mais à partir du moment où Hamlet est arrivé, les deux grandes pièces de l'histoire du théâtre, c'est Lacan qui dit ça, c'est pas moi, c'est pas forcément une vérité, eh bien, c'est Faust et Hamlet. Faust et Hamlet. Vous connaissez un petit peu l'histoire de Faust, non? Johann Faust. Johann Faust, c'était un gars qui avait vendu son âme au diable pour avoir un peu plus de temps à vivre, etc. 24 ans, c'était pas assez précis, hein, pour avoir 24 ballets de plus. Il avait donné son âme, il avait fait un marché avec Méphistophélès pour vivre plus longtemps, quoi. Mais voilà. Donc, est-ce que c'est l'égal de Faust? Moi, j'en sais rien. Je sais pas, je me prononce pas là-dessus, mais c'est possible. C'est possible, il le dit. Alors moi, j'ai retenu ça comme ça, quoi, hein. Alors ensuite, oui, alors il parle d'une autre pièce, il parle de deux autres pièces qui sont aussi en rupture avec les pièces classiques.
qui sont en rupture avec les pièces classiques, comme Hamlet est en rupture. Il parle du roi Lear. Je ne vais pas m'apesantir sur le roi Lear. Le King Lear, qui est une pièce aussi d'après les pièces classiques, c'est-à-dire après 1601, puisqu'en fait il a écrit Hamlet en 1601. Donc ce sont des pièces qui sont post-1601. C'est là, le roi Lear. Le roi Lear, et puis il parle d'une pièce, oui, qui est assez étonnante, que j'avais vue il y a très longtemps, moi aussi, celle-là, qui s'appelle Tempest. La tempête. Et qui, elle, n'obéit pas non plus au canon de la dramaturgie classique. C'est une pièce qui est aussi basée beaucoup sur l'illusion. D'ailleurs, le héros de Tempest, c'est un magicien qui s'appelle Prospero. Prospero. Et il a une compagne qui s'appelle Mélusina. Et il se trouve que, comme dans Hamlet, il y a un fourbe là-dedans, qui s'appelle Antonio, qui est un rival. Antonio est un rival dans Tempest. Et Antonio, il arrive à balancer Prospero et sa compagne Mélusina sur une île déserte. Allez hop, du balai. Donc, forcément, ils ne sont pas contents du tout. Mais un jour, ils apprennent par un de leurs, je sais pas comment, indicateurs, qui s'appelle Gonzalo. Je vous les cite quand même, les personnages principaux de Tempest. Donc, Gonzalo leur dit, mais tu sais, Prospero, je sais qu'Antonio, il passe pas loin de ton île, là. Il est en voyage, il va passer pas très loin de l'île où tu es exilé avec Mélusina. Donc tu pourrais peut-être faire quelque chose. Et Prospero, comme il était magicien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il déclenche une tempête. Voilà, c'est ça. Prospero déclenche une tempête terrible au moment où il sait qu'Antonio est au large de l'île où il est fait prisonnier, d'une certaine façon. Ce qui fait que Antonio le fourbe et toute sa clique sont dispersés dans plein d'îlots partout, un peu partout. Voilà. Et donc, d'une certaine façon, il tient sa vengeance, Prospero. Il tient sa vengeance. Et à la fin, tous les fourbes viennent demander pardon à Prospero, il s'excuse, etc. Et ça se termine, il y a un happy end, hein. Il y a un happy end parce que il demande pardon, etc. Mais la pièce se termine curieusement. C'est une pièce interactive parce que à la fin de la pièce, Prospero demande au public, si moi j'étais Prospero, par exemple, je vous dirais, eh bien, est-ce que vous ne pourriez pas m'aider à m'évader de cette île? Voilà. Donc c'est étrange, hein. Shakespeare met en action son héros dans la réalité de la pièce, un peu comme dans La Souricière, quoi. Et Prospero demande au public, mais faites un effort, aidez-moi, moi et Mélusina, à partir de cette île. Voilà. Et c'est ça la fin de la pièce, hein. C'est quand il interpelle les spectateurs. Voilà, donc c'est assez étrange. Et donc on voit bien que c'est un théâtre qui n'est plus classique, hein, qui est beaucoup plus basé sur l'illusion et des choses plus complexes, plus virtuelles, plus saugrenues, plus opaques, etc. Parce que là, finalement, d'une certaine façon, on ne sait pas trop comment se termine la pièce Tempest, hein, puisque ça se termine par l'interpellation du public. Mais qu'est-ce qui se passe après? Chacun voit la fin comme il veut, hein, bien sûr. On peut choisir la fin comme de son choix. Et Lacan, il fait cette remarque, oui, qui est plutôt rigolote. Il dit, effectivement, on dit tout le temps que Hamlet, c'est une pièce complexe, opaque, etc. Mais il dit, toute pièce qui pose un problème n'est pas forcément une bonne pièce. C'est ça. Une pièce qui est très compliquée peut être une merde. Autrement dit, quoi, hein. C'est pas parce qu'elle est compliquée qu'elle est bien. Ouais, c'est pas faux, hein, ça, hein. C'est pas faux. C'est comme certains écrits, quoi. Il y a des écrits, moi, ça me fait penser, c'est un peu méchant de dire ça parce qu'il est mort, mais je pense à Félix Guattari, qui était un philosophe, psychothérapeute bien connu dans les années 70. Maintenant, plus personne ne le connaît, pas grand monde, mais et à la fin de sa vie, il écrivait des bouquins, mais totalement illisibles, quoi, hein. Totalement illisibles. Je vous en ramènerai parce que moi, je les lisais à l'époque, ça faisait bien de lire Guattari, hein. Ça faisait chic de lire Guattari. On comprenait absolument rien, mais c'était bien dans le train. T'as lu le dernier Guattari? Ah ouais, Félix. On comprenait pas une ligne, mais c'est pas grave.
C'était pas grave. On planait, quoi. On planait à 4000, hein. On planait à 4000. Et je le ramènerai parce que j'en ai quand même quelques-uns dans ma collection des Félix. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Hein. Bon, dans la vraie vie, il n'était pas comme ça. Hein. Il parlait pas comme dans ses bouquins. Quoi. Il parlait normalement. Hein. Voilà. Il n'arrêtait pas de me dire j'ai mal à la tête, je dors mal. Bon, bah, c'était assez loin de son écriture. Enfin bon, la tête, je dors mal. Bon, il était assez à terre, quoi. Il était très proche de Félix Guattari. Il était très proche de. C'est ce que j'avais pas chez lui, hein, parce que je l'ai rencontré plein de fois. Je n'avais pas chez lui, c'est que il était très proche des militants d'ultra extrême gauche qui à l'époque tuaient les dirigeants d'entreprises, etc. Vous savez, vous vous rappelez, hein? Comment ça s'appelait déjà le... Pardon? Action Directe, c'est ça. Il était très proche d'Action Directe, Félix Guattari. Et donc, très souvent, je vous l'avais déjà dit, hein, très souvent, il me disait, tu sais, je vais te dire, moi, le mieux pour tuer le maximum de gens, puis pour vraiment faire de la chair à pâté, tu prends une cocotte minute, tu mets plein de limailles dedans, tu mets de la poudre, tu fais péter, je t'assure que là, tu as un bon résultat. Hein. Tu as un bon résultat. Alors moi, je le regardais, je me dis, merde, mais il est fou ce mec-là ou quoi? Il est barge ou quoi? Ouais. Puis à côté de ça, il allait jouer des petites sonates de Chopin, toutes tendres, etc., sur son piano, dans son petit château là, à Duison, près de la Borde. Bon voilà, un personnage contrasté, je dirais, hein. Contrasté, pour dire le moins. Ceci dit, il était remarquablement intelligent. On ne peut pas retirer ça à Félix Guattari, c'était un type d'intelligence phénoménale. Hein. Presque trop, parce que ça le rendait fou, quoi. Parce que finalement, ce qu'il écrivait à la fin, c'était totalement... il appelait ça la schizoécriture, mais ça rimait à rien, quoi. À rien du tout. Il n'y a pas une ligne de compréhensible, quoi. Hein. Il faudrait 50 intelligences artificielles pour déchiffrer ne serait-ce que 2 mots, quoi. Et encore... Donc c'était tout ça pour, j'ai digressé à propos de la phrase de Lacan, toute pièce qui pose problème n'est pas forcément une bonne pièce. Eh bien, tout livre de Guattari qui pose problème n'est pas forcément un bon livre, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est pas la peine d'aller lire Félix Guattari. Ça va pas. Pardon. Il y a quand même les bons qui sont écrits avec Deleuze. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il a écrit des livres avec, oui, il a écrit des livres avec le philosophe Gilles Deleuze. Bon, notamment l'Anti-Édipe, un bouquin qui s'appelle l'Anti-Édipe, qui est très connu, hein, qui est un bouquin qui s'est vendu dans le monde entier, qui n'est pas dénué d'intérêt. Voilà. Moi, j'y ai pas tellement adhéré à ce bouquin-là non plus, mais vous pourriez y adhérer. Hein. Ça, moi, je vous dirais que c'est à peu près le seul bouquin que je vous conseillerais de lire de Guattari Deleuze, c'est l'Anti-Édipe. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs, parce que j'avais trouvé ce bouquin bizarre et j'étais allé le voir pour lui demander ce qu'il voulait dire dans ce bouquin, quoi. Voilà. C'est pour ça que je l'ai connu, puis on est devenu un peu amis. Mais il est mort il y a longtemps, hein. Il est mort il y a longtemps, le pauvre. Il est mort jeune. Voilà, d'accord. Après, où est-ce qu'on en est, là? Après, où est-ce qu'on arrive? Oui, c'est ça. Après, il dit quelque chose que je vous ai déjà dit. Il dit, ce n'est pas la même chose de voir Hamlet et de le lire. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, de voir la pièce un jour, ben, allez la voir. Allez la voir. Vous aurez beaucoup plus ça sera beaucoup plus riche que de le lire. Le lire, ça transporte pas. Hein, ça transporte pas. C'est vrai. Hein, surtout que c'est la traduction. Alors, pour parler de traduction, justement, ça me fait penser à quelque chose comme ça. Je vais un peu dans tous les sens, hein, mais c'est pas gênant. Parce que tout est dans le chapitre quand même. Hein. Tout est dans le chapitre. Tout ce dont je parle est dans le chapitre. Les traductions. Alors, les traductions. J'y ai pensé à ça parce que Patrick Dessin, qui est secrétaire de l'association qui chapeaute cet enseignement, m'a fait remarquer très justement que Lacan parle du tricentenaire de Hamlet, de Shakespeare plutôt, du tricentenaire. Mais il en parle du tricentenaire en 1864. Ou 54, je ne sais plus. 64. Parce que il était né en 1854, je crois, non? Oui, 1864. 64 ou 54? 1800, Vous savez pas? 54. 54? Ouais. Vous n'êtes pas sûr, hein? 1654. Moi non plus. J'ai un doute, mais ça n'a pas une grande importance. Non, je pense que c'est 64. 64 parce qu'en fait,
en 1964, ça a été le quadricentenaire. Mais ça, Lacan, il en parle pas, puisque c'était son séminaire, là, ce dont on parle, là, c'était en 1958-59. Donc le quadricentenaire, il n'y était pas. Il n'y était pas. Donc il parle du tricentenaire pour dire quoi? C'est qu'au moment du tricentenaire, il y a eu un rush il emploie le mot rush, hein, R-U-S-H, un rush de tout un tas d'écrivains et de critiques littéraires, etc., et de traducteurs vers la pièce de Shakespeare, vers Hamlet. Parce que c'est la pièce maîtresse quand même de Shakespeare, et que c'était le tricentenaire de sa naissance, hein, de sa naissance, pas de sa mort, ou pas de l'écriture de la pièce Hamlet. Hamlet, ça a été écrit en 1601. Hein, donc vous voyez, c'est pas, faut pas se gourer dans les dates non plus complètement. Et donc lors du tricentenaire, il y a eu tout ça, il y a eu, surtout, c'était que lors du tricentenaire, dans la zone du tricentenaire, il y a eu le fils de Victor Hugo, et ça, c'est Patrick Dessin qui me l'a fait remarquer, à juste titre, le fils de Victor Hugo, qui s'appelait François Victor Hugo. Hugo, il avait plusieurs enfants, il en avait 5, je crois. Hein. Il avait trois filles et 2 garçons, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça. 3 filles et 2 garçons. Et donc, François Victor Hugo, il a fait une traduction monumentale de Hamlet. Voilà. Monumentale, qui est toujours vendue, hein. Parce que il avait un style tout à fait obsessionnel, mais remarquable en même temps, hein. Le fils Hugo, il voulait que la traduction soit parfaite et qu'elle soit absolument au plus près du texte possible, hein, au plus près du texte possible. Et il a réussi, parce que sa traduction est quand même superbe. Elle est superbe, hein. C'est un monument. C'est un monument. Alors, je ne dis pas que toutes les traductions qui sont vendues actuellement sont de Victor Hugo, de François Victor Hugo, du fils Hugo, hein. D'ailleurs, celle que on vous a offert, le bouquin que vous a offert, c'est pas la traduction de Hugo, hein. C'en est une autre. Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise, hein. Vous l'avez là, non? Elle est de qui, celle-là? C'est lui? Ah, bah, vous l'avez la bonne. Bah, c'est bien, ça. Ah, bah, je suis content que ce soit celle-là, dis donc. Je pensais que c'était une autre. Bah, je suis content pour vous que vous ayez cette traduction-là. Parce que vous avez une traduction vraiment remarquable, là, hein. Vraiment remarquable, quoi. C'est pas parce que c'était le fils Hugo, hein, c'est parce qu'il a travaillé beaucoup et il a fait une œuvre. Sa traduction est une véritable œuvre, quoi, hein. Une véritable œuvre. Et puis, j'ai ramené un petit truc j'allais dire pour détendre l'atmosphère, non pas vraiment, parce que c'est un poème extrêmement triste, un poème de Hugo, de Victor le Père, alors, hein. Parce que vous savez que, je parle de son fils, là, François Victor, mais il a eu une fille qui s'appelait Léopoldine, qui s'est noyée, je crois que c'était en 1843, oui c'est ça, 1843, et la famille Hugo était encore à Paris, ils n'étaient encore pas exilés, hein, parce que c'était encore Louis-Philippe, qui était roi de France, qui régnait, et Hugo, ça lui allait, hein. Mais ensuite, il y a eu un coup d'État, il y a eu Napoléon III qui s'est ramené, qui a réintroduit l'Empire, et ça plaisait pas du tout à Hugo. Et puis, Napoléon III n'aimait pas du tout Hugo non plus. Donc, plutôt que d'être arrêté ou je sais pas quoi, il s'est barré à Jersey d'abord, puis à Guernesey en plus, qui sont des îles anglo-normandes, anglaises, qui ont une certaine autonomie, mais enfin qui sont quand même anglaises, hein. Jersey et Guernesey, et qui sont un petit peu au large de la Normandie et de la Bretagne. Jersey est au large de la Bretagne, Guernesey plutôt au large de la Normandie. C'est très joli, hein, Jersey et Guernesey. Si vous avez l'occasion d'y aller, vous pouvez aller voir Hamlet là-bas, hein, jouer en anglais, à Guernesey ou à Jersey. Et puis à Guernesey, vous pouvez manger des très bonnes pommes de terre, des patates, puisque à Guernesey est très réputé pour ses patates. Mais voilà, elles sont très bonnes. Il faut croire que la terre de Guernesey est propice. En tout cas, ce qui n'a pas été propice à la pauvre Léopoldine, c'est qu'elle était avec son mari, elle a voulu traverser la Seine du côté de Harfleur, par là, Harfleur-Honfleur, dans ce coin, près de l'estuaire de la Seine, en Normandie. Elle a voulu traverser la Seine pour aller chez le notaire, par rapport à son mariage. Ils n'avaient que 19 ans, tous les deux, hein. C'est quand même triste, elle et son futur mari. Ils n'étaient encore pas tout à fait mariés, je crois. Et donc, il y a eu un coup de vent, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un coup de vent, c'est ça, il y a eu un coup de vent, la barque s'est renversée,
Et elle, Léopoldine, elle ne savait pas nager, Léopoldine. Donc, et lui, il a sauté à l'eau, courageux, hein. Il ne savait pas très bien nager, mais il a sauté à l'eau, il a tout fait pour essayer de la sauver, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et donc, elle s'est noyée, la pauvre Léopoldine, dans la Seine, en 1843, donc à un moment où encore, ils étaient encore en France, ils n'étaient pas encore exilés. Mais Hugo n'était pas là. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y a rien du tout, en 1843. Donc, Hugo a appris la mort de sa fille dans le journal. Ça craint quand même, hein. Dans le journal. Il a lu un journal, il était dans le sud. Il a lu je ne sais plus quel journal, dans le sud, et puis il a vu Madame Hugo Léopoldine est morte, noyée. Alors, ça l'a totalement terrassé, quoi. Hugo ne s'est jamais remis de la mort de sa fille. Jamais. Jamais. Par la suite, c'est quelque chose qui l'a poursuivi toute sa vie, comme une blessure absolument impossible à fermer. Et il a écrit un poème magnifique, très court, je vais vous le lire parce qu'il est très très court. S'il était long, je ne l'aurais pas lu. Qui est archi connu, hein, qui est page. Alors c'est dans les Contemplations de Hugo. Si vous voulez l'acheter, alors il y a deux moutures que j'ai fait de l'autre. Ça c'est mon. Moi je croyais que je l'avais plus, je l'avais paumé et en fait en cherchant bien dans mes livres, j'ai quand même pas mal de livres chez moi. J'ai fini par le retrouver, mon vieux bouquin des Contemplations, et je l'avais commandé en même temps chez Amazon, donc je l'ai eu chez Amazon aussi. Pour l'avoir vite. Donc, vous voyez, c'est pas la même collection, c'est pas la même couverture. Enfin, le poème y est de la même façon. Et ça, c'est pas cher, hein. Mais achetez-le dans une librairie, quand même. Il faut faire marcher un peu les librairies si vous l'achetez un jour, hein. Ça vaut la peine parce qu'il y a des très beaux poèmes dans les Contemplations, quand même. Achetez plutôt dans les librairies. À Tours, il y a deux belles librairies. Il y a la boîte de livres et puis il y a le livre. Voilà, c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas beaucoup plus cher. C'est mieux que là, si moi je l'avais acheté sur Internet, c'est parce que je voulais l'avoir très vite. Parce que je ne le trouvais pas dans la bibliothèque. Donc je l'ai commandé sur Amazon pour l'avoir le lendemain, mais sinon j'aurais été de l'acheter en librairie. Donc je vous lis le poème de Hugo sur sa fille Léopoldine. Voilà. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste et le jour, pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, vous voyez, par d'Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Oh là là! Poignant. Hein. Ouais, c'est magnifique. C'est très beau, c'est très très beau, hein. C'est très beau, c'est sa fille, ça, vraiment ça... C'est remuant, voilà. Donc, achetez-le, les Contemplations, parce qu'il n'y a pas que ce poème-là, il y a tout un tas de poèmes magnifiques. Hugo avait une très belle écriture, hein. Il avait une écriture très classique, hein. Vous voyez que c'est une poésie classique, voilà, avec les rimes, et ça, tout ça, c'est bien cadencé, mais c'est très puissant, c'est extrêmement puissant, voilà. Donc, je voulais. Alors après, il parle, on arrive à la fin là, hein. Oui, bientôt. Il parle, oui, il dit ceci, l'acteur prête ses membres, son corps propre, hein, sa présence physique au théâtre, quoi, hein. L'acteur, il est là, avec son corps propre. Le corps propre, ça veut dire le corps, simplement, quoi, hein. Le corps quand on parle de corps propre, ça veut dire que c'est le corps lui-même, c'est pas forcément le corps qui parle. Vous voyez? C'est le corps, tout simplement, c'est le corps, hein. Et il est là un petit peu à la manière d'une marionnette. Mais Lacan dit c'est quand même pas une marionnette. Et là, il dit des choses un peu compliquées, Lacan, parce qu'il dit c'est pas vraiment une marionnette, mais il faut, quand on est acteur, faire un peu la marionnette. Il faut toujours faire un peu la marionnette. Il faut faire un peu d'exhibition. Voilà, il faut un peu s'exhiber quand on est acteur, un peu s'hystériser d'une certaine façon, quoi, hein. Sinon, on peut pas être un bon acteur. Et il dit, les gens, et ça, il vous le dit, page 404, hein, il dit, page 404 dans la version poche, Lacan explique que c'est les caractères trop défendus par des névroses barrages ne peuvent pas faire le prêt d'une marionnette. C'est-à-dire que des gens trop névrosés ont du mal à être acteurs. Parce qu'ils ne peuvent pas assez se libérer, si vous voulez, pour être un autre. Ils sont trop contenus en eux-mêmes par leur barrage névrotique. Est-ce que c'est vrai tout le temps? Je ne suis pas sûr, hein, mais enfin, c'est peut-être vrai souvent. Et il dit la question, toujours page 405, hein, poche, la question de l'exhibition pose un problème à l'acteur. Sans doute, tout le monde ne peut pas être acteur.
Hamlet, en première approximation, est celui qui ne sait pas ce qu'il veut. Il n'agit pas. Et à ce moment-là, quand il dit